Les réactions au prix Nobel de la paix, 3 lauréats ukrainiens, russes et bélarusses. Enthousiasme mais aussi indignation en Ukraine. Les dirigeants de l'Union européenne s'entendent sur le principe d'achat énergétique commun. En revanche, le plafonnement du prix du gaz ne fait toujours pas consensus entre les 27. La police n'a pas causé la mort de Mahsa Amini, c'est la version du régime iranien. La télévision d'État diffuse une vidéo censée dédouaner les autorités. Le prix Nobel de la paix 2022 a été attribué à 3 lauréats. L'activiste bélarusse Alex Bialatsky, le groupe russe de défense des droits de l'homme Mémorial et le Centre pour les libertés civiles ukrainien. Un prix qui fait écho à la guerre en Ukraine. Les lauréats du prix Nobel représentent la société civile dans leur pays. Pendant de nombreuses années, ils ont défendu le droit de critiquer le pouvoir et protégé les droits fondamentaux des citoyens. Ils ont fait un effort remarquable pour documenter les crimes de guerre, les violations des droits de l'homme et les abus de pouvoir. Connu pour son travail à la tête du Centre des droits de l'homme Viasna, Alex Bialatsky est actuellement en prison dans son pays, comme des milliers d'autres prisonniers politiques au Bélarus. L'ONG Mémorial, quant à elle, a été créée en 1989 pour documenter les crimes de la période soviétique, avec comme premier président le dissident soviétique Andreï Zakharov, également prix Nobel de la paix. Enfin, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le Centre pour les libertés civiles documente les crimes de guerre, recense les disparitions forcées et fournit une assistance psychologique aux victimes de la guerre. L'Union européenne essaye de trouver la voie commune pour contenir la hausse des prix de l'énergie. Mais les différences persistent et se sont faites ressentir vendredi à Prague lors du sommet informel des 27 chefs d'État et de gouvernement. Certaines idées sur la table semblent toutefois faire consensus, comme les achats énergétiques groupés entre les États membres. Une chose est claire, il y a un large soutien sur le fait qu'au printemps prochain, à la fin de l'hiver, lorsque nos stocks seront épuisés, il sera primordial que nous menions des achats communs de gaz afin d'éviter de nous mordre les uns les autres et que nous ayons un pouvoir de négociation collectif. En revanche, les fractures sur un plafonnement des prix du gaz demeurent. Pour afficher leur unité, les dirigeants français, allemands et néerlandais se sont présentés ensemble à la réunion. Toutefois, Berlin préfère une solution au niveau du G7 afin de diminuer les prix et de ne pas mettre en danger les approvisionnements. Nous soutenons le plafonnement des prix du gaz si cela ne menace pas la sécurité des approvisionnements. Car si nous sommes dans un marché mondial, en concurrence pour le gaz naturel liquéfié par exemple, si notre région dispose d'un plafond mais pas les autres régions du monde, alors nous serons tout simplement à court de gaz car personne ne nous vendra du gaz. Ce sommet était aussi l'occasion pour l'Allemagne de préciser son plan de 200 milliards d'euros de soutien pour aider les entreprises et les citoyens. Plusieurs capitales estiment que ce dispositif risque de créer des distorsions au sein du marché unique. Le chancelier allemand a voulu minimiser les critiques. Si l'on regarde autour de nous, on réalise que ce que nous proposons est en fait à mi-chemin d'un certain nombre de décisions que de nombreux pays ont prises il y a quelque temps. Les dirigeants de l'Union se retrouveront dans 2 semaines. Ce prochain Conseil européen sera le rendez-vous pour essayer de trouver un accord sur la réforme du marché de l'énergie dans le but de diminuer la facture. Les forces ukrainiennes poursuivent leur contre-offensive dans le nord-est et le sud de l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky affirme que plus de 2500 km² de territoire ont été libérés dans la dernière contre-offensive, mais les responsables de Dnipro, Mykolaïev et Zaporijjia affirment que la Russie intensifie ses bombardements dans ces régions. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, l'utilisation par la Russie de drones de fabrication iranienne ne génère pas d'effet asymétrique comme l'a fait l'utilisation par l'Ukraine de systèmes HIMARS fournis par les États-Unis. Et il est peu probable qu'elle affecte de manière significative le cours de la guerre. Le think tank explique que les forces russes ne semblent pas concentrer ces drones sur des nœuds asymétriques à proximité du champ de bataille. Elles ont utilisé de nombreux drones contre des cibles civiles dans les zones arrières,
espérant probablement générer des effets non linéaires par la terreur. Dans l'Est, les forces ukrainiennes ont probablement mené des contre-offensives dans le nord-est de la région de Kharkiv, près de Kupiansk, et des opérations visant à menacer les positions russes le long de la route Kremina-Svatove dans l'ouest de la région de Louhansk. Les troupes russes ont poursuivi leurs attaques au sol dans la région de Donetsk qui ont probablement réalisé des gains autour de Bakhmout. Les dirigeants de la République autoproclamée populaire de Donetsk affirment avoir capturé 3 camps des forces ukrainiennes près de Bakhmout. Dans le sud, les troupes russes établissent probablement des positions défensives dans la région du Haut-Kherson suite à l'effondrement de la ligne russe dans le nord-est de Kherson. Les troupes russes sont déterminées à tenir Kherson aussi longtemps que possible, la ville étant la seule capitale régionale que Moscou a pu capturer depuis le déclenchement de son offensive le 24 février dernier. Au moins 23 personnes ont perdu la vie dans le naufrage de 2 embarcations de migrants près de l'île de Lesbos, à proximité de la Turquie, et à Citer, au sud de la Grèce. Les quelques 80 rescapés du naufrage de Citer, la plupart originaires d'Afghanistan, ont pu être accueillis dans cette école où ils ont reçu des soins et de la nourriture depuis 2 jours. Nous sommes venus de Turquie. Nous voulions aller en Europe avec les bateaux, mais nous avons rencontré beaucoup de problèmes à cause des vagues la nuit à l'intérieur du bateau. Nous étions environ 95 personnes, mais le bateau était fait pour 20 ou 30. Avec des vents dans la région atteignant 70 km/h pendant la nuit de mercredi à jeudi, les survivants accrochés à des cordes ont pu être tirés en sécurité le long de falaises abruptes, tandis que d'autres attendaient leur tour, secoués par les vagues sur un rebord de roche. Depuis le sommet de la communauté politique européenne à Prague, le Premier ministre grec a déploré les pertes de vies humaines. Je pense que le moment est venu de coopérer réellement, de manière beaucoup plus substantielle, afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir et d'éradiquer complètement les passeurs qui s'attaquent à des personnes innocentes, désespérées, qui tentent de rejoindre le continent européen dans des navires qui ne sont manifestement pas en état de naviguer. Du côté de Lesbos, les recherches se sont maintenues jusqu'à ce vendredi matin. Les unités de sauvetage ont annoncé avoir sauvé 28 personnes sur la quarantaine que contenait le bateau. Plusieurs femmes ont été transférées à l'hôpital de Mytilène, la ville principale de l'île. Cette vidéo, diffusée par la télévision d'État iranienne, est censée prouver que la police n'aurait rien à voir dans la mort de Mahsa Amini. Une femme, prétendument la jeune iranienne décédée le 16 septembre, s'effondre toute seule avant d'être emmenée à l'hôpital. En plus de cette vidéo datée du 13 septembre, un rapport médical révèle que Mahsa Amini serait morte d'un manque d'oxygène dans le cerveau. Le rapport précise que le décès de la jeune femme n'a pas été causé par des coups portés à la tête. La mort d'une autre jeune iranienne est venue attiser encore le vent de révolte. Nika Shakarami, 16 ans, est retrouvée morte 10 jours après s'être rendue à une manifestation contre le port obligatoire du hijab. Sa famille en est convaincue, elle a été battue à mort par la police. Son visage, ses pommettes et ses dents ont été brisés. L'arrière de sa tête a été durement touché et son crâne a été déformé. C'est ainsi qu'elle a été tuée. Les dommages étaient à la tête. À Téhéran, la capitale iranienne, l'eau des fontaines a été colorée en rouge par un artiste anonyme. Selon une ONG, au moins 92 personnes ont été tuées dans la répression des manifestations. Les dirigeants d'anciennes républiques soviétiques étaient réunis ce vendredi autour de Vladimir Poutine pour une réunion informelle à Saint-Pétersbourg qui intervenait le jour du 70e anniversaire du président russe. Autour de la table figuraient notamment les dirigeants du Bélarus, de l'Azerbaïdjan ou encore du Kazakhstan. Tous se retrouveront la semaine prochaine à Astana pour le sommet de la communauté des États indépendants. La cosmonaute russe Anna Kikina et 3 autres membres d'équipage sont arrivés jeudi dans la station spatiale internationale. Ils ont voyagé à bord d'un vaisseau de l'entreprise américaine SpaceX qui opérait là son 5e vol vers l'ISS. En pleine guerre en Ukraine, cette mission conjointe entre Américains et Russes revêt une symbolique toute particulière.